Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Charles, je suis conseiller chez HomeGrade et modérateur pour nos webinaires. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons divers accompagnements gratuits dans le but de conseiller les ménages au mieux dans leurs projets de rénovation. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone au 18 10, soit via le formulaire de contact sur homegrade.bruxelles et vous pouvez aussi passer sans rendez-vous dans nos locaux situés place Quetelet numéro 7 entre les métros Madou et Botanique sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie. Sur notre site web, nous mettons à votre disposition des brochures thématiques et des fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple des brochures sur le patrimoine bruxellois avec des conseils sur la préservation des sgraffites ou des vitraux par exemple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez y retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, encore une fois, partager une petite anecdote personnelle. Dans l'ancien immeuble où j'habitais en copropriété, un des copropriétaires avait décidé de repeindre l'encadrement extérieur de sa fenêtre après avoir remplacé ses châssis. J'imagine que vous vous figurez assez bien les immeubles néoclassiques de la fin du 19e siècle dont regorge le centre-ville. Il a essayé de faire cela discretos sans nous prévenir. Le problème, c'est que la nouvelle peinture elle passait pas vraiment inaperçue. Elle dénotait complètement avec le reste de la façade qui était, comme on dit, dans son jus. Et c'est là que j'ai compris à quel point l'entretien et la restauration des anciennes façades demandent une vraie attention aux détails, aux matériaux, aux teintes et à la cohérence d'ensemble. Heureusement, j'ai beaucoup appris depuis, notamment grâce à mes collègues de chez HomeGrade, Jérôme Bertrand et Guillaume Amand, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Ils vont justement nous expliquer comment identifier et traiter les pathologies des enduits, comment bien entretenir et repeindre les façades, et même comment envisager certaines améliorations thermiques sans compromettre le patrimoine architectural. Je suis sûr que vous en apprendrez autant que moi grâce à eux. Jérôme, Guillaume, la parole est à vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons effectivement parler de ces façades enduites et peintes à Bruxelles, de leur entretien, de leur restauration et plus particulièrement dans le contexte du néoclassicisme. Donc, avec 5 petits chapitres et nous allons nous passer le micro alternativement, Guillaume et moi. Petite introduction d'abord à ce style néoclassique, ensuite un petit mot sur le rôle technique de protection des enduits, les pathologies des enduits, ensuite nous parlerons de la mise en peinture des façades enduites et nous terminerons avec quelques réflexions sur les possibilités d'améliorer l'isolation thermique à l'occasion d'une réfection d'un enduit de façade. Mais pour commencer, donc une petite mise en bouche au sujet de ce style néoclassique qui a marqué vraiment le développement de la ville de Bruxelles à partir de la fin du XVIIIe siècle et jusque largement au milieu, et même avec des prolongements jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc on peut dire que c'est un style qui a marqué le développement de la ville pendant près d'une centaine d'années. On a deux cartes sous les yeux. À gauche, la carte de Ferraris de 1777 qui nous montre la ville telle qu'elle était 3 décennies avant la fin du XVIIIe siècle. On a encore affaire à une ville qui est dans son jus médiéval, donc elle est encore enclose dans ses remparts, avec des petites rues tortueuses. Et on a encore, vous le remarquez, des zones non bâties à l'intérieur du Pentagone. Donc c'est assez particulier. On avait encore des prés à blanchir, on avait
des propriétés de monastères également. Et tout ça va permettre alors le développement de la construction d'abord dans l'enceinte, et puis assez rapidement, à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, on va avoir une expansion de la ville, donc qui va d'abord emplir tout le Pentagone et puis déborder les remparts qui vont être démolis au début du XIXe siècle sur ordre de Napoléon pendant la période française, et puis pendant la période hollandaise, construction des boulevards plantés d'arbres qui étaient extrêmement beaux tout autour de la ville, et développement de la ville vers les faubourgs, Saint-Gilles, Ixelles, Saint-Josse, Molenbeek, Anderlecht. Donc petit à petit, la vie va s'étendre. Vous voyez la petite flèche bleue là qui se trouve voilà, ici. Eh bien, ça c'est l'emplacement dont on vous parle. Donc c'est le bâtiment de Oomgred, l'ancien observatoire d'astronomie. Ce développement va se faire donc, comme je l'ai dit, d'abord à l'intérieur du Pentagone avec la construction de la place des Martyrs, qui était la place Saint-Michel à l'origine, dans ce style néoclassique. Et à peu près à la même époque, quelques années plus tard, c'est la construction de la place royale à l'emplacement de l'ancien palais des ducs de Brabant, qui avait brûlé au début du XVIIIe siècle. Et donc, on va avoir donc ce style nouveau qui apparaît à Bruxelles à l'époque, qui fait partie d'un grand mouvement européen de redécouverte de l'Antiquité, grâce notamment aux premières fouilles archéologiques. C'est la naissance de l'archéologie à l'époque. On découvre les temples grecs et ça va se marquer dans l'architecture, bien sûr, par la présence des colonnades, frontons, péristyles et tout le répertoire, tout le vocabulaire architectural de l'Antiquité. Et l'autre élément très important qu'on va retrouver à travers tout ce style, c'est une uniformisation de la ville, une unification par la couleur. C'est pour ça qu'on a pu parler de ville blanche néoclassique. L'ensemble des façades sont enduites et peintes dans des tons clairs. Ce style connaît encore un très grand développement au début du 19e siècle et surtout à partir des années 1820, on est pendant la période hollandaise, avec la construction de toute une série d'infrastructures. Donc c'est vraiment la naissance de la ville moderne avec des hôpitaux, les institutions scientifiques comme le jardin botanique ou l'observatoire d'astronomie dans lequel nous parlons. Et au centre-ville, autour de l'hospice Pacheco, donc va se développer le quartier du Béguinage. Vous avez cette photo à gauche où on voit ces façades très sobres, pratiquement sans mouluration, donc c'est vraiment presque sans décor, donc c'est vraiment cette simplicité qui caractérise le style néoclassique de la première moitié du 19e siècle. À droite, la place des Barricades, qui s'appelait anciennement la place d'Orange, réalisée par l'architecte de la ville, Fisco, sur le tracé, comme une sorte de repos, sur le tracé des boulevards extérieurs qui ont pris la place de l'enceinte. Là aussi, des façades extrêmement sobres. Il s'agit d'un ensemble classé, donc dans ce cas-ci, qui fait l'objet de réglementations particulières sur la couleur notamment. On en reparlera plus tard. Cette extension, ensuite, on l'a vu, se fait dans les faubourgs, avec quelques exemples ici de places avec un aspect unitaire, comme la place du Luxembourg, ou au-dessus, on a la place Howard à Saint-Josse, qui est beaucoup moins unitaire aujourd'hui, mais qui au départ se présente vraiment comme quelque chose de complètement qui forme vraiment un ensemble. Et ensuite, la place communale à Molenbeek, photographiée vers 1900, en bas à droite. Et donc, ce style va connaître des prolongements dans l'habitat courant presque jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, on continue à construire des maisons
avec des façades enduites et peintes dans des tons clairs, dans cet esprit néoclassique, une sorte de continuité qui se fait à travers des constructions réalisées la plupart du temps sans architecte, par des entrepreneurs. C'est un peu, je dirais, le mode de construction le plus économique et le plus habituel, même si à côté de ces façades enduites et peintes, et souvent même dans la même rue, on va voir se développer des façades qui vont mettre en valeur les matériaux de parement, la brique, les briques de couleur, les pierres bleues, pierres blanches, etc., qui vont amener cette grande diversité de matériaux qu'on connaît, qui est caractéristique de Bruxelles, mais en même temps, en parallèle, subsiste ce style néoclassique un petit peu comme toile de fond euh, à l'échelle urbaine. Au XXe siècle, pas mal de ces façades néoclassiques ont été modifiées euh, pour différentes raisons. Ça pouvait être le souhait de les mettre au goût du jour et donc voilà de les colorer à travers l'usage des matériaux. Et c'était surtout aussi dans un souci très pratique de supprimer la nécessité de l'entretien, de la remise en peinture régulière, donc qui est un élément évidemment important du maintien de ces enduits néoclassiques. Et donc on a différentes techniques utilisées. À gauche, un enduit bicouche qui imite la brique. On a une couche foncée surmontée par une couche claire dans laquelle on est venu regraver les joints avant que l'enduit n'ait fait complètement sa prise, de manière à évoquer un parement de briques. Au centre, on a une autre technique, sont des briquettes appliquées sur la façade, briquettes en céramique dans ce cas-ci. Et à droite, on a une façade qui a perdu son enduit, qui était complètement décapée pour mettre à jour cette brique qui n'a en fait jamais été conçue pour être exposée aux intempéries. Et évidemment, ça constitue aussi une perte esthétique puisqu'on a perdu la mouluration qui se trouvait autour des fenêtres, on a perdu la frise sur la corniche. Un appauvrissement, c'est une intervention qui était assez à la mode dans les années 80, par exemple. Et ceci m'amène maintenant à dire quelques mots du rôle technique de l'enduit. On a vu qu'il avait une importance en termes d'esthétique et presque un élément de définition de ce style néoclassique à Bruxelles, mais c'est aussi donc une sorte de peau qui vient protéger la maçonnerie de briques. Là, on a à gauche un four de campagne à Evere vers 1900. Donc on a continué à produire longtemps la brique de manière locale à Bruxelles, avec une argile locale qui n'était pas idéale pour la fabrication des briques, et avec une technique assez simple que vous voyez ici. Donc on empile les briques, on ménage à la base des ouvertures qui vont servir pour les foyers, donc pour créer ce four. Et ceci est complété par une couche d'argile qui vient recouvrir les briques. Et donc ces fours brûlaient pendant plusieurs jours pour produire ces briques. Celles qui étaient proches du foyer étaient souvent un peu trop cuites, c'est pour ça qu'elles ont des teintes plus foncées, parfois noires. Celles qui étaient plus éloignées, elles sont souvent pas assez cuites et ont des teintes plutôt orangées. Elles sont cuites en dessous de 800 degrés et donc à ce moment-là, elles vont avoir une assez mauvaise résistance aux intempéries, à l'humidité. C'est pour ça que ces briques sont protégées. En fait, tout le bâti bruxellois, jusqu'à l'apparition de parements de briques qui souvent étaient des briques venant d'ailleurs, de Flandre ou parfois même de l'étranger à la fin du XIXe siècle, jusque-là, en fait, on a la nécessité de protéger ces briques de maçonnerie qui ne sont pas faites pour être exposées aux intempéries. Les enduits sont réalisés avec un mortier à la chaux, ce mortier à la chaux qui sert aussi à maçonner le mur, et sont réalisés en 3 couches. Donc une première couche, vous voyez sur le dessin de droite, c'est le gobetti, donc qui est une couche d'accrochage assez liquide qu'on envoie sur le mur. Suit ensuite le corps d'enduit,
qui peut mesurer 1,5 cm environ, et ensuite une couche plus mince, qui est une couche de finition plus chargée en chaux, qui est talochée de manière à obtenir un enduit lissé. Tous les enduits néoclassiques sont des enduits lissés. Euh, donc c'est le type de finition qui convient pour ces façades. Cet enduit était protégé par une peinture et jusqu'au début du XXe siècle, ces peintures sont à l'huile de lin et à la céruse, donc le blanc de plomb, qui était interdit par la suite pour des raisons de santé pour les peintres, mais qui est une peinture extrêmement résistante. Euh, L'aspect des façades était donc plutôt satiné. Euh, et vous voyez là à gauche, typiquement, à droite aussi, ce sont des façades, enfin, ce sont des peintures à l'huile avec un réseau de fissures assez reconnaissable qui fait penser au réseau de fissures qu'on voit sous les tableaux anciens et qui révèle donc la peinture à l'huile. La chaux était utilisée également en badigeon, mais était réservée plutôt aux maisons modestes, aux façades arrière, aux ateliers, aux écuries. Euh, donc voilà, la technique habituelle, c'était cette peinture à l'huile. C'est important d'avoir ça à l'esprit puisque cette question, évidemment, on va l'aborder plus tard en parlant des peintures actuelles qu'on peut appliquer sur les façades. Et je passe maintenant la parole à Guillaume qui, lui, va nous parler plus spécifiquement du diagnostic et des pathologies liées aux enduits. Oui, merci Jérôme. Donc, les pathologies, donc c'est un grand mot. Donc, ce sont les problèmes liés à ces enduits de façade, et ces problèmes sont essentiellement dus aux infiltrations d'eau. Euh, les enduits, effectivement, se comportent très bien tant qu'ils sont éloignés de l'humidité, à l'abri de l'humidité. Mais donc, quand il y a des causes accidentelles d'infiltration et que l'eau est en contact avec l'enduit, eh bien, le dernier se désagrège quelquefois rapidement. Cependant, il y a d'autres sources de pathologies. On va en passer quelques exemples. Bon, chez HomeGrade, vous savez que nous sommes un centre de rénovation sur l'architecture et le patrimoine. Donc, tous les matériaux et la façade en particulier nécessitent également un entretien. Donc, il y a un vieillissement des matériaux, il y a une usure, ce qui est tout à fait normal. Donc, avant d'entreprendre des travaux de façade, il est important d'établir un diagnostic, donc de pouvoir identifier les causes des problèmes. Ces problèmes, ils peuvent être multiples, donc, et c'est alors bien de faire appel à un professionnel, donc que ce soit l'entrepreneur s'il a l'habitude, un architecte quelquefois, ou bien de faire appel au service des conseillers de HomeGrade. Oui, Jérôme. Alors, passons en revue quelques cas de pathologie. Donc ici, pas très grave, c'est le faïençage. Euh, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous le voyez sur les deux images. Donc, il s'agit d'une surface craquelée en toile d'araignée. Euh, euh, donc, l'enduit lui-même peut être craquelé. La peinture, évidemment, si c'est la peinture d'origine dont parlait Jérôme, c'est-à-dire les peintures à l'huile peuvent se craquer également. Mais là, on parle de l'enduit plutôt. Et ce sont évidemment le temps, la pluie, le soleil, le vent qui provoquent cette dessiccation de la dernière couche. Là, vous vous souvenez du schéma avec la dernière couche de l'enduit. Et c'est cette dernière couche qui se craquelle de manière pas très grave. Quelquefois, c'est la mise en œuvre. Il y a un surdosage en liant, donc trop de chaud pour la dernière couche qui forme la couche protectrice de l'enduit.
Et comment on solutionne ça? Eh bien, on peut le laisser parce qu'il n'y a pas vraiment d'infiltration à travers la façade. Sinon, on peut réaliser une peinture à la chaux en deux couches qui va boucher le faïençage. Ouais. Alors, plus typique, ça, c'est la fissuration. Donc, une fissuration, de quoi s'agit? Ben, c'est une rupture, une séparation en deux parties du parement de façade. On parle ici de fissures qui ont plus de 2 mm jusqu'à 1 cm de large. Et cet ensemble de fissures donc, affecte la cohésion, mais aussi l'aspect de l'enduit. Donc, les causes de ces fissures, ben, ce sont ou des charges statiques, voire dynamiques. Donc, dynamique, on parle de circulation routière, de vibration. Il y a des tassements. Il peut y avoir aussi le cycle classique de gel, des gels qui peut provoquer des fissurations de joints, de décollements. Donc, ça veut dire qu'il y a des points raides par rapport à des points souples, des tensions différentielles. Et quelquefois, lors de réparation, on a utilisé du ciment, par exemple, ou un mortier trop dur qui est inadapté à une maçonnerie existante. Donc, classiquement, pour remédier, pour traiter les fissures, ben, on les comble, on les élargit, vous connaissez ça, on les comble avec un micro-mortier. Quand il s'agit de fissures très fines, on peut aussi les ponter avec de la peinture, peinture à la chaux, pour les colmater. Oui. Alors là, vous voyez des fissures beaucoup plus graves, donc beaucoup plus grosses. On parle de grosses fissures ou de lézardes qui dépassent quelquefois 1 centimètre de large et qui, donc là, indiquent un possible danger par rapport à la structure et de motifs d'inquiétude. En particulier, par exemple, la photo du milieu, vous voyez une grande fissure verticale, donc qui indique un problème structurel. Alors là aussi, la cause, eh ben, ce sont les charges statiques, les tassements différentiels, les vibrations, la circulation routière. Il peut y avoir, dans certains cas, des enfoncements de fondation. Ben, il faut montrer ça à des professionnels ou un ingénieur en structure, un architecte. On s'en inquiète évidemment, d'autant plus que quelquefois cette fissure peut être traversante. Donc, non seulement elle traverse l'enduit, mais elle touche la construction des murs. Donc, et quelquefois même, on peut la voir donc, à l'intérieur des maisons. Donc là, il faut évidemment faire appel à des professionnels. Oui, Jérôme. Alors ici, beaucoup moins ennuyeux, les algues et moisissures, quoique. Quand vous voyez au-dessus des bandeaux, par exemple, à gauche, des taches vertes noircissantes, ça indique une stagnation d'eau. C'est fréquent sur les éléments horizontaux. Et c'est un phénomène, ben, malgré tout, pas si grave, mais il faut pas laisser ça. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut avant tout résoudre les problèmes de fuite ou d'écoulement d'eau, mais Jérôme pas encore, et attendre un séchage complet des murs, éliminer toutes les traces, enlever donc les buts de l'IA sur les façades, comme on avait vu avant, qui s'infiltrent dans la maçonnerie. Alors, oui, merci Jérôme. Donc, dégradation des moulures, là aussi une stagnation de l'eau sur les appuis de fenêtres. Donc, comment on peut solutionner ça? Donc, on peut ragréer ces appuis, ces bandeaux. On peut également
protéger les saillies ou les bandeaux, soit par une bande de plomb ou par une bande de zinc. Donc tout ça, quand la brochure sur les enduits de façade paraîtra, vous verrez un peu des exemples. Donc, on réagrée, on reconstitue les moulures à l'aide d'un mortier minéral. Et vous allez voir dans la page, non, ça on le verra un peu plus tard. Alors, Jérôme, tu peux passer. Ici, quelque chose de très classique, c'est le décollement. Donc, quand vous avez des poches sur la façade, une sorte de boursouflure prête à éclater. Donc, c'est un décollement d'enduit, bien souvent causé, comme ici, par le fait d'une gouttière défectueuse. Et donc là, il est utile de rappeler le nécessaire entretien des corniches, des centres d'eau, sachant qu'en moins de 2 ans, donc une façade qui est régulièrement exposée à un ruissellement répétitif peut dégrader entièrement une façade. Donc, on va éradiquer évidemment la source d'humidité, réparer les fuites et éviter en réparation de l'enduit d'un mortier trop dur à base de ciment. Donc là, c'est très gris, on ne sait pas exactement, mais on peut imaginer qu'une couche de ciment ait été mise. Cette couche de ciment, ben ça, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas non plus de porosité et elle risque de se craquer et de faire apparaître de fissurations. Donc la chaux, ce matériau est très souple et donc on doit le réparer aussi avec un enduit de réparation à base de chaux. Alors, Jérôme, merci. Donc, vous verrez également dans la brochure que on dit que quand la façade montre plus de 40%, disons, en surface de gros problèmes, donc décollement, fissures, des joints pulvérulents, etc. Donc, on visera cette fois-ci une réfection totale de l'enduit, et donc un enduit traditionnel à la chaux, tel qu'on le voit au milieu. Quand la surface donc n'atteint pas ce seuil de 40%, on peut envisager une réfection uniquement partielle. À droite, vous voyez qu'on peut reconstituer une moulure à l'aide d'un gabarit, donc qui reprend la forme spécifique d'une moulure. Ce gabarit est guidé par deux guides, des guides en bois en haut et en bas. Donc, on appelle ça donc, tirer une moulure. Voilà. Jérôme, je te repasse la parole. Merci Guillaume. Donc nous allons aborder maintenant la question de la mise en peinture des façades enduites. Voilà, pour rappel, bien sûr, la peinture a à la fois un rôle de protection et un rôle esthétique. En ce qui concerne ce rôle esthétique, ben, la texture, le degré de brillance vont avoir une influence vraiment importante sur la façade et on voit assez souvent aujourd'hui malheureusement l'application de peintures inadéquates, plutôt avec une esthétique de crépi qui ne sont pas du tout adaptées à l'esthétique des façades néoclassiques. Alors, on va faire une toute petite plongée dans l'univers des peintures et donc forcément de la chimie. Ça va être un petit peu, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir, ça va se simplifier très très fort à la fin. Donc en fait, on a deux grandes familles de peintures. On a des peintures d'origine organique,
et des peintures d'origine minérale. Donc, peinture d'origine organique, c'est d'origine végétale, pétrochimique. Minérale, c'est obtenu à partir de pierres calcaires, de sable, de quartz. Donc, voilà, c'est vraiment les deux grandes branches de la chimie. Et donc, dans le cas des peintures avec liant organique, on va pouvoir avoir des peintures à l'acrylique, des peintures au siloxane et les anciennes peintures à l'huile de lin dont on a parlé tout à l'heure. Parmi les peintures minérales, on a les badigeons à la chaux, Guillaume en a parlé plusieurs fois, et on a les peintures au silicate. Le silicate, c'est un type de peinture qui était inventé au XIXe siècle en Allemagne. Les Allemands, à l'époque, voilà, étaient amoureux de l'Italie et avaient envie d'avoir ces beaux badigeons à la chaux qui caractérisent les régions du sud. Malheureusement, ces badigeons à la chaux ne tenaient pas très très bien sous les climats que nous connaissons dans le nord, et d'où l'invention d'une peinture beaucoup plus résistante, qui est une peinture avec liant minéral aussi, et qui est la peinture au silicate, qui est toujours utilisée aujourd'hui. Jérôme, il est 13 heures pour information. Ah, merci Charles, information très utile. Euh, donc, alors pour bien comprendre en fait les enjeux techniques liés à l'application des peintures, c'est important de comprendre comment fonctionnent les murs de façade anciens. Donc, jusqu'à la première guerre, enfin, pardon, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, en réalité, on a des murs pleins. Et dans le cas du néoclassicisme, on reste là au XIXe siècle, ce sont toujours des murs pleins en briques qui sont protégés par un enduit et ensuite une peinture. Une caractéristique de ces murs pleins, maçonnés à la chaux, c'est qu'ils peuvent toujours contenir une certaine quantité d'humidité qui peut avoir différentes sources. Ça peut être la condensation liée à la production de vapeur d'eau dans le bâtiment. Ça peut être des infiltrations accidentelles d'eau pluviale. Ça peut être, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple montré par Guillaume, ça peut être de l'humidité ascensionnelle, donc provenant du sol, puisqu'on n'a évidemment pas de membrane d'étanchéité au niveau des fondations à l'époque comme on en a aujourd'hui. Et cette humidité, elle est présente sous forme liquide dans les maçonneries, mais elle ne peut s'échapper que sous forme de vapeur d'eau. Donc, ça nous amène à une conclusion importante, c'est que aussi bien les enduits que les peintures doivent présenter une bonne perméabilité à la vapeur d'eau. C'est le cas des enduits à la chaux, et on va le voir, ce n'est pas le cas de toutes les peintures. Alors, les peintures minérales, donc à la chaux ou au silicate dont on a parlé, ne forment pas de film en surface, et elles sont généralement beaucoup plus ouvertes à la diffusion de vapeur que les peintures organiques. Donc d'office, ces peintures-là sont tout à fait cohérentes avec l'enduit à la chaux et elles permettent l'évacuation de l'humidité. Certaines peintures acryliques présentent une perméabilité à la vapeur d'eau suffisante, tandis que d'autres, qui sont très filmogènes, doivent être évitées sur les enduits à la chaux, parce qu'elles forment vraiment une sorte de barrière à l'humidité qui va contribuer à la dégradation des enduits. Et alors, on a des peintures un peu particulières dans la famille des peintures organiques, qui sont les peintures au siloxane, qui sont à base de liant organique donc, mais qui sont non filmogènes. Elles sont tout à fait mates d'ailleurs, et elles possèdent une perméabilité à la vapeur d'eau tout à fait intéressante, même si elle est plus faible que celle des peintures organiques. Alors, les peintures, pour s'y retrouver un tout petit peu, donc on a des classes de perméabilité à la vapeur d'eau qui sont définies par une norme et que vous avez dans le tableau qui se trouve sous vos yeux. Et on a défini 3 classes de perméabilité. La classe V1 indique une grande perméabilité à la vapeur d'eau, donc c'est la valeur SD. Donc elle est plus petite que 0,14 mètres, donc c'est-à-dire que le matériau permet l'évacuation de la vapeur d'eau assez facilement. Ensuite, on a la classe V2, qui est une classe moyenne, mais comme vous l'observez, cette classe est très très large, parce qu'on va
avoir des peintures qui vont de 0,14 à 1,4 mètres. Donc on a des peintures qui sont avec une perméabilité intéressante et d'autres qui sont déjà beaucoup trop fermées à la vapeur d'eau. Et puis on a la classe V3, on a des peintures faiblement perméables à la vapeur d'eau, qui ont tout à fait leur usage dans d'autres domaines, par exemple pour la peinture des bétons, ça peut être intéressant. Mais voilà, dans le domaine en tout cas des enduits à la chaux, c'est des peintures qui sont à éviter. Donc les V3 à éviter à tout prix, et la catégorie V2, on peut prendre des peintures qui sont dans cette catégorie-là, mais en exigeant la fiche technique de la part de l'entrepreneur, de manière à vérifier qu'on est quand même plus proche de 0,14, donc les valeurs les plus basses, que des valeurs les plus élevées. Alors, un autre point important, c'est que il existe des incompatibilités entre certaines peintures. Donc là, on a un tableau qui reprend ces incompatibilités. Donc à gauche, donc verticalement, on a les anciennes peintures à recouvrir, soit acrylique, siloxane, silicate ou chaux. Et dans les colonnes, on a la nouvelle peinture à appliquer. Alors, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, un acrylique peut être appliqué sur un acrylique, il peut être appliqué sur un siloxane. Par contre, il ne peut pas être appliqué sur un silicate ou sur une chaux, il ne va pas tenir. Le siloxane, alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça tient sur n'importe quel support, en tout cas les supports courants sur les façades bruxelloises. Le silicate, lui, il est compatible avec lui-même et avec la peinture à la chaux. Par contre, il ne pourra pas être appliqué sur un acrylique et pas sur un siloxane. La chaux, elle est vraiment très très exigeante, elle ne peut être appliquée que sur elle-même. Et donc, quand on fait une erreur dans le choix du produit, voilà ce qui peut arriver. On a ici une peinture au silicate, peinture minérale, qui était appliquée sur d'anciennes couches de peinture organique. Et donc la peinture part littéralement en feuilles, c'est une vraie catastrophe. Et donc, voilà, on a une incompatibilité qui se manifeste pour, alors maintenant, identifier les peintures présentes sur la façade. Donc ça va vraiment être un gros enjeu, puisqu'on a souvent plusieurs couches qui ont été ajoutées au cours du temps. Et donc, il s'agit de déterminer ce qui est présent sur la façade. En général, on est certain d'avoir des peintures à l'huile, et puis on va avoir souvent d'anciens acryliques, d'anciens latex, beaucoup de peintures organiques, malheureusement. Et là, vous avez un tableau qui provient de la note d'information technique de Buildwise, donc l'ancien CSTC, qui nous donne une recette en fait pour déterminer quelle est la peinture qui est présente sur la façade avec des essais à l'aide de petits tests à l'aide de produits chimiques ou d'eau. Voilà, vous voyez, c'est assez compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a moyen en tout cas de faire un premier diagnostic sur la façade. Mais dans certains cas, il faudra vraiment faire appel à une analyse de laboratoire. Vous pensez bien que ce n'est pas des choses qu'on va faire dans la plupart des cas pour une façade d'une maison privée. On n'a pas les budgets généralement pour faire ce genre de choses. Et donc, en réalité, on peut simplifier assez fort les choses. Comme je l'ai dit, donc on va retrouver dans la majorité des cas des peintures organiques sur les façades. Et si on tient compte des critères donc de perméabilité à la vapeur d'eau et de compatibilité entre les peintures que je viens de vous présenter, finalement on arrive à une conclusion assez simple. Donc on va opter pour une peinture minérale, soit à la chaux, soit au silicate, si l'enduit de façade est entièrement refait, et donc on repart sur une base d'enduit minéral à la chaux, ou si on arrive à décaper complètement les anciennes couches de peinture. C'est possible, mais c'est quelque chose évidemment d'assez coûteux puisque ça prend du temps. Mais donc ça, c'est vraiment les conditions pour employer une peinture minérale sur une façade néoclassique dont on a parlé. Ensuite, voilà, dans des cas plus courants, on va choisir une peinture organique suffisamment perméable à la vapeur d'eau si le décapage complet des anciennes couches de peinture n'est pas possible ou pas prévu. Et dans le cas où on opte pour une peinture organique, c'est quand même intéressant de noter que ce siloxane non seulement est compatible avec les différentes couches de peinture organique
potentiellement présente sur la façade, mais qu'en plus, il a une perméabilité à la vapeur d'eau qui est intéressante. Il faut parfois se battre un tout petit peu avec l'entrepreneur pour obtenir les fiches techniques, mais ça vaut vraiment la peine. Vous les trouvez aussi sur Internet dans pas mal de cas. Malheureusement, certains fabricants de peinture n'indiquent pas la valeur SD concernant la perméabilité à la vapeur d'eau. Ça donne à penser dans certains cas-là que la peinture n'est pas très perméable à la vapeur d'eau. Alors, un dernier point par rapport à la couleur, par rapport à la peinture, c'est la question de la couleur. Donc, on l'a vu au départ avec la ville blanche néoclassique, que voilà, historiquement, en tout cas, on a affaire à des peintures dans des tons clairs. Les règlements d'urbanisme de l'époque exigeaient que les façades soient peintes en ton pierre de France. Et là, on a une photo ancienne de la rue du Trône vers 1900. Donc, on a encore cette cohérence néoclassique qui est préservée souvent à cette époque-là. Plus récemment, ben voilà, on aime bien évidemment individualiser sa façade. C'est un peu une caractéristique bruxelloise et peut-être belge en particulier. Donc, dans certaines rues, chacun a décidé du choix de la couleur sans trop consulter les voisins. Il faut savoir que changer la couleur d'une façade est quelque chose qui nécessite un permis d'urbanisme en principe, et que voilà, dans certains cas, on le voit bien, par exemple avec cette façade gris foncé dans l'enfilade à droite, ben, ça vient rompre en fait la continuité d'une enfilade. Alors, c'est pour cette raison que voilà, certaines communes ont adopté des nuanciers de couleurs. Et donc, si on respecte les couleurs qui font partie de ces recommandations communales, un permis d'urbanisme ne sera pas exigé. Les communes se sont lancées dans la réalisation de ces échantillons parce qu'il n'existe pas malheureusement de ligne directrice à l'échelle régionale, ce qui serait évidemment hautement souhaitable puisque voilà, il y a une cohérence de ce bâti néoclassique, on l'a vu, qui déborde évidemment très largement les limites communales. Et c'est pourquoi voilà, nous faisons une proposition voilà, de lignes directrices voilà, qui peuvent évidemment être discutées. Il est toujours possible évidemment de demander un permis d'urbanisme, mais on propose en fait d'avoir des peintures avec un coefficient de réflexion lumineuse élevé, donc au minimum 80%. Vous trouvez ce coefficient à l'arrière des échantillons de couleurs que vous remettra l'entrepreneur. On propose aussi de peindre les éléments en relief comme les corniches, les encadrements de fenêtres, dans des tons bon, soit en blanc, soit dans la même couleur que l'enduit, de manière à mettre en valeur la modénature. Parce que si on, sur ces éléments-là, une corniche par exemple, on vient avec une couleur très foncée, ben, on va perdre le jeu d'ombre et de lumière qui est voilà, qui est la logique même de cette mouluration. Et les éléments en pierre sous-bassement, ceux de fenêtre, bandeau, en principe, on va les laisser en pierre apparente si c'est le cas, mais dans pas mal de cas, surtout pour le néoclassicisme, première moitié 19e et a fortiori fin 18e, généralement ces éléments étaient peints. Et donc, dans certains cas, on peut envisager un décapage prudent, mais il faut faire attention de ne pas abîmer trop la pierre. Les ferronneries, traditionnellement, elles sont peintes en noir. Bon, on peut éventuellement varier un peu, mais en tout cas, on va rester dans des tons foncés. Les châssis de fenêtres, les ports d'entrée, par exemple, on pourra avoir des tons un petit peu plus soutenus. Vous voyez la photo qui se trouve dans le haut à droite de ce slide. On a une enfilade néoclassique dont la cohérence est vraiment bien affirmée par le ton clair pour l'enduit. Par contre, pour les menuiseries, on s'est permis des petites variantes de vert, de rouge, etc. Ce qui n'est pas vraiment un problème, parce qu'on permet d'identifier et de singulariser la façade en vue de face. Par contre, dans l'enfilade de la rue, comme vous le voyez dans le bas, finalement, ces éléments-là sont beaucoup moins perceptibles et ne viennent pas troubler la lecture d'ensemble. Alors, la pierre bleue, ça c'est vraiment un problème qui nous est revenu quelques fois aussi. Jérôme, il est bientôt 13h15. Ok, j'ai à peu près fini cette partie-là. Je vais repasser la parole à Guillaume. Et donc, avant de décaper en tout cas une pierre bleue, il faut vraiment
s'assurer qu'on a une pierre de bonne qualité. Vous voyez à gauche, là, on a un soubassement qui était décapé, mais en réalité, c'est une pierre bleue avec des défauts. Et donc, on utilisait la peinture en fait pour protéger la pierre lorsqu'elle ne pouvait pas résister aux intempéries. Et dans certains cas aussi, on le voit sur la photo du milieu, on a un décapage, mais qui a vraiment abîmé la pierre et qui fait perdre les traces de ciselure et donne un aspect tout à fait dégradé à la pierre. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'il va falloir prendre cette décision. Alors, de petits derniers points, il y a des enduits qui sont des enduits du XXe siècle qui n'ont sont pas du tout conçus pour être peints. Les enduits simili-pierres, vous voyez à gauche, les granitos, les enduits simornais qui contiennent des petits granulats de verre colorés, et également les enduits à la tyrolienne, voilà, qu'on peint parfois, mais enfin, qu'a priori sont pas conçus pour ça non plus. Et dans le cas où on a un enduit simili-pierre qui est abîmé, par exemple, il existe des produits, des sortes de micro-mortiers, souvent qui contiennent de la chaux, qui permettent de rattraper une surface, enfin d'unifier après des travaux de réparation ou de nettoyage, comme on le voit avec un aspect hétérogène pour l'image centrale. Et il faut éviter, comme on le voit à gauche, d'appliquer une simple peinture acrylique, par exemple, tout à fait couvrante, enfin, qui est peu vivante en réalité et qui donne à l'aspect de la façade un aspect pyjama, là, comme on le voit, qui n'a rien à voir avec cet aspect simili-pierre qu'on cherche à évoquer. Voilà, et Guillaume, je te passe la parole pour Merci. cette question des isolants et de la conclusion. Merci Jérôme. C'est juste deux petites diapositives pour dire que évidemment c'est dans l'air du temps. Tout le monde pense à isoler son habitation de manière performante. Et donc, selon les cas, donc on envisage l'isolation par l'extérieur d'un bâtiment. Oui, Jérôme, tu peux montrer donc ce que l'on voit quelquefois. Donc, l'isolation par l'extérieur peut modifier lourdement l'aspect architectural. Elle fait perdre donc tous les éléments de modénature et donc le caractère sobre et élégant d'une architecture néoclassique. C'est pour ça que chez HomeGrade, on vous aide à, en tout cas, décrypter les certificats de performance énergétique et pour le patrimoine, tout au moins, on peut envisager de voir quelles sont les autres priorités. L'isolation des toits, évidemment, l'isolation des murs pignons, de manière très classique, l'isolation de la façade arrière, également le plafond des caves, donc toutes sortes de mesures qui auront moins d'impact qu'une isolation de la façade avant, qui évidemment demande un permis d'urbanisme, mais qui souvent se traduit par une dégradation de l'aspect architectural. Alors, une dernière image pour vous dire qu'il existe malgré tout des solutions d'enduits thermo-isolants. Ce sont des enduits qui contiennent un matériau isolant tel que la perlite, vermiculite, billes de polystyrène expansé, liège, chanvre ou aérogel de silice. Donc, les aérogels de silice sont relativement performantes. Simplement, c'est une solution qui est encore peu développée parce que chère. Donc, les aérogels de silice donc, ont des épaisseurs minimales de 4 cm, alors qu'on a rappelé précédemment que les enduits classiques, néoclassiques, ont des épaisseurs autour de 2 cm. Et donc, malgré tout, il y a quand même une certaine perte de qualité architecturale. Mais vous voyez que, par exemple, pour le bâtiment de droite, qui a été isolé avec un aérogel de silice, et ben, malgré tout, ça, dans certains cas, ça fonctionne très bien. Voilà, on ne va pas développer ce point parce que ce n'est pas le sujet. Donc, je pense qu'il est
temps de parler de la conclusion. On en vient à la dernière image, ce qu'il faut retenir de cet exposé. Donc, le bâti néoclassique 18-19e, c'est une composante essentielle du paysage urbain bruxellois. C'est une architecture sobre qui privilégie un effet d'ensemble. Ces enduits étaient des enduits à la chaux lissés et peints. On parle de la ville de la région bruxelloise. Ces enduits ont pour fonction de protéger des intempéries. Les pathologies sont liées à un manque d'entretien des bâtiments. Et puis, attention à l'eau, ruissellement d'eau, on l'a vu. La finition peinte assure également la protection de l'enduit, à condition, Jérôme l'a répété, de présenter une bonne perméabilité à la vapeur d'eau. Donc, quand, et c'est souvent le cas, il existe des couches de peinture présentes sur la façade, on choisira, alors quand on va décaper entièrement la façade, on choisira de préférence des peintures minérales au silicate ou à la chaux. En revanche, quand il existe des anciennes couches de peinture, eh bien, on s'orientera plutôt vers des peintures au siloxane ou éventuellement acrylique si la perméabilité est suffisante à la vapeur d'eau. Alors, n'oublions pas que changer les couleurs d'une façade requiert l'obtention d'un permis d'urbanisme. Et encore une fois, pour les enduits à la chaux thermoisolants, donc on parle plutôt de correction thermique plutôt que de performance thermique, donc, dans le sens où ça ne peut pas rivaliser avec des isolations par l'extérieur très classiques. En revanche, ça a l'avantage pour ces thermoisolants de garder l'aspect architectural et de ne pas perturber l'esthétique de ces bâtiments néoclassiques qui nous a occupés pour cet exposé. Et alors, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, Merci Guillaume, voilà. merci Jérôme pour votre présentation qui était super instructive et très bien illustrée. J'imagine que maintenant nous allons tous observer ces vieilles façades avec un regard beaucoup plus averti, notamment sur les pathologies. Je propose qu'on passe maintenant à la session des questions-réponses. J'ai trois questions pour le moment. Une première qui est plutôt sur comment rattraper un crépi surisolant qui a déjà une dizaine d'années. Sachant que quand je vois qu'il y a le crépi qui prend l'eau par le bas, c'est-à-dire que probablement quand l'eau tombe, les gouttes font plus de taches sur le bas de l'isolant. Qu'est-ce que vous proposez? Euh, bon, en fait, on sort un petit peu, je dirais, du sujet de l'exposé avec les enduits Hmm. sur isolant. Ça devrait faire, à mon avis, l'objet d'une session en soi. C'est vrai que ces enduits connaissent pas mal de problèmes de développement organique, dont Guillaume a parlé tout à l'heure, mais qui sont finalement assez peu fréquents sur les enduits dont nous parlons aujourd'hui et qui sont malheureusement très très présents sur les enduits sur isolant. Je crois malheureusement qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de refaire la finition, donc la dernière couche de protection de cet enduit. On peut utiliser des fongicides, on peut tenter d'éliminer les traces, mais sachant aussi que les fongicides ont une durée d'efficacité assez courte. En réalité, ça revient toujours. Donc c'est dépendant de l'orientation de la façade, de la présence de végétation aux abords, de l'écoulement de l'eau également. Et donc là, je ne sais pas de quel bâtiment on parle, si on parle d'un bâtiment ancien ou d'un bâtiment plus récent. Euh, oui, difficile de répondre de manière Je- très approfondie à cette question. un hydrofuge pourrait aussi aider à faire couler l'eau plus facilement, peut-être, sur ce crépi. Oui, oui, bon, oui, en faisant attention. Bon, je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens d'aller appliquer un hydrofuge sur une finition de ce type-là, De parce ce qu'en fait, type-là. c'est quelque chose qui, oui, on parle d'enduit sur isolant, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement mince, hein. Donc, c'est en fait une
presque une sorte de peinture en réalité. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très très mince, très adjuvanté, donc qui contient euh, oui, des résines. Et donc, ce qui est important, c'est que cette finition conserve également sa perméabilité à la vapeur d'eau. Donc, moi, j'ajouterai pas un hydrofuge au-dessus de cette couche. Je pense qu'il vaut mieux la Ok. refaire si elle est défectueuse. Et pour la partie basse, est-ce qu'on pourrait éventuellement proposer d'avoir un autre type de revêtement? Pour la partie basse, le problème, c'est que depuis l'Antiquité, les bâtiments ont des soubassements. Et que plus récemment, dans l'histoire de l'architecture au XXe siècle, on a dans certains cas décidé que les soubassements étaient inutiles ou esthétiquement inintéressants. Et donc, dans certains cas, on a l'enduit qui vient démarrer quasi au niveau du sol. À ce moment-là, ben, inévitablement, on a des projections d'eau, des projections de saleté. Et donc, une des solutions, c'est de poser un soubassement. Hmm. Oui, il y a aussi pour éviter les remontées capillaires, donc de créer une barrière étanche. Et bon, en façade avant, on ne peut pas parler de drainage, mais donc en tout cas de traiter par l'intérieur. Mais là, je suppose qu'on parle d'une façade Mais là, on arrière, parle peut-être, d'isolation sur enfin, d'enduit sur isolant, donc je un crois enduit qu'on est plutôt sur-isolant. dans Et donc, un autre problème, en fait, hein. Pas voilà. On tellement un a, problème on de a deux remontée autres capillaire. questions. Mm. On a une question sur les budgets. Malheureusement, on ne sait pas vous donner les budgets de ces travaux. Envoyez-nous des devis, on peut les regarder et donner notre Oui, avis dessus. bah, on a quand même la calculette qu'on pourrait peut-être. Oui, Là, on essaye d'avancer sur ces questions-là, oui, oui. effectivement, Donc, on est à notamment même sur base des de. devis qu'on reçoit Voilà. et aussi de bordereaux de prix qui sont disponibles, notamment celui de l'UPA. Mais voilà, c'est toujours très difficile de sortir un prix comme ça, quoi. Mais voilà, en tout cas, nous, on nous invite à comparer des devis, enfin, à demander plusieurs devis et on peut vous aider à les comparer. Voilà, donc ça notamment la question sur pouvez-vous nous contacter en amont? Bien évidemment, vous pouvez nous contacter via notre site web. Il y a un très beau formulaire de contact. Mettez-y des photos, vos questions, les éventuels devis. On pourra vous aider pour y répondre. Une question sur un bâtiment en pierre de France qui date de 1952. Est-ce que ça reste judicieux pour ces bâtiments plus récents de les enduire avec une couche perméable? Ben, perméable, une couche en tout cas, qui laisse passer la vapeur d'eau. Oui, enfin, dans certains cas, il faut voir si c'est une situation urbaine ou pas. Et donc, Mm. l'enduit joue toujours son rôle de protection et quelquefois, donc il faut voir donc si c'est quel type de pierre, si c'est une pierre qui est taillée ou qui était. euh, C'est-à-dire qu'il faut voir d'un côté, alors, donc, de façade des années 50, et donc là, on parle de pierre de France ou éventuellement d'enduit simili-pierre. Il faudrait voir un peu. Bah, du coup, monsieur, n'hésitez pas Euh, à nous contacter. Vous avez une autre Oui, question on sur peut la faire des visites sur place continuité. si nécessaire aussi, parce que la question de base, c'est vraiment identifier correctement les matériaux. oui. C'est pas toujours évident, et donc dans certains cas, la visite sur place se justifie tout à fait. Et on pourra leur fournir un conseil, voilà, application d'hydrofuge ou pas, selon le type de matériau, aussi l'orientation de la façade. Il y a une dernière question sur les pierres bleues. Il y a une pierre bleue qui a été mise à nu. J'imagine que elle était probablement peinte, elle a été décapée. Maintenant, le ménage constate qu'il y a de l'absorption d'humidité avec des marques qui apparaissent sur la pierre. Comment est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'il faut à nouveau repeindre la pierre ou est-ce qu'on peut appliquer un vernis ou un autre traitement sur celle-ci? Alors c'est un peu étonnant que pour une pierre bleue, on ait vraiment de l'absorption d'humidité, parce que ce sont des pierres qui sont très denses et peu perméables à l'eau. Maintenant, c'est vrai que si on a des fissurations, comme on a vu sur une image tout à l'heure, on peut imaginer avoir un peu d'entrée d'eau. Maintenant, il faudrait voir s'il n'y a pas autre chose qui était appliquée sur cette pièce bleue, soit un hydrofuge, soit si on est en partie basse au niveau d'un soubassement, on a parfois appliqué des anti-graffiti qui modifient la couleur de la pierre. Et donc, là aussi, je pense qu'un diagnostic sur place serait nécessaire pour Oui, n'hésitez pas à nous pouvoir envoyer une répondre. photo. Oui, c'est ça. Il peut Aussi. s'agir de
jaillissement de l'eau du trottoir ou des choses comme ça. Et puis, c'est toujours utile aussi d'aller voir à la cave ce qui se passe. Si les murs sont trempés, jusqu'à quelle hauteur, etc. Donc, il est normal dans une cave qu'on ait de l'humidité jusqu'à 1 mètre du sol. Mais quand ça dépasse au-dessus d'1 mètre, ça veut dire qu'il y a des remontées d'humidité, qu'il y a quelquefois des enduits justement qui ont été faits intérieurs à base de ciment et qui créent une aspiration verticale et qui peut se retraduire jusqu'en façade, jusqu'au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est embêtant. Donc oui, une visite est nécessaire. Parfait. Bah écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer via notre formulaire en ligne éventuellement des questions expliquant votre situation, mettre des photos pour les illustrer. Merci encore Jérôme, merci encore Guillaume pour votre présentation qui nous permet d'apprécier encore un peu plus notre belle ville de Bruxelles. Excellent après-midi à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Merci.